vais vous parler du numéro 120 de LCD qui s'intitule Héritage et que voici. Donc voici la couverture avec la petite tour de Babel qui est tirée d'un livre d'heures qui se trouve à la British Library à Londres. Alors, ce numéro 120, Héritage, donc, est dans sa conception un peu différente de tous les autres numéros que nous avons faits précédemment, qui étaient tous partis, en fait, à chaque fois, on partait de l'idée d'un concept de la psychanalyse. Donc, c'est comme ça qu'on a fait Passage à l'acte, par exemple. Ensuite, on a fait Commencement en analyse, puis qui était sur la question un peu plus élargie des entretiens préliminaires. Puis après ça, on était passé à l'oubli, à dire n'importe quoi, la question de l'association libre. Ici, ce n'était pas tout à fait le même point de départ. En fait, on est parti de deux actualités qui concernaient l'école. Et c'est à partir de ces moments d'actualité qu'on a construit le numéro dans son ensemble. Donc, la première actualité, c'est une soirée qui a été organisée à l'école, donc au local de l'école, en janvier 2025, autour de la publication aux presses psychanalytiques de Paris du livre de Jacques-Alain Miller, du texte de Jacques-Alain Miller qui s'intitule « La théorie de Turin sur le sujet de l'école ». Alors, la publication de ce texte a été le point de départ de travaux en cartel et ensuite donc de cette soirée qui était très riche et qui a été animée notamment par Anaëlle Lebovitz-Kenéen et Estela Solano-Suarez. Elles ont animé cette soirée où ont été abordés des thèmes politiques cruciaux concernant la psychanalyse, des thèmes très vastes qui sont qu'est-ce qu'une école de psychanalyse, quelle est l'orientation politique d'une école de psychanalyse, quelle est l'offre de formation d'une école de psychanalyse. Tout cela a été débattu et donc on avait envie de faire découvrir cette soirée dans les colonnes de LCD à tous ceux qui n'avaient pas pu s'y rendre. Donc première actualité. Ensuite, il y a une deuxième actualité autour de laquelle s'est construit ce numéro qui concerne un entretien cette fois-ci, un entretien qu'avait conduit notre collègue Peggy Papada à Londres. Elle s'était entretenue avec le professeur Mark Solms, qui est un psychanalyste et également neuropsychologue à l'université du Cap. Et donc c'est un long entretien que nous avons traduit donc pour LCD. Et Mark Solms, en dehors d'être psychanalyste et professeur à l'université du Cap, sa particularité c'est d'avoir passé les 20 dernières années à réviser la traduction en anglais des œuvres complètes de Freud. Donc traduction qui avait été faite par James Strachey, comme on sait. Et donc c'est un travail considérable qu'il a effectué, donc cette révision, et au terme de ces 20 années de travail, donc les œuvres complètes révisées ont été publiées et il a consenti cet entretien à Peggy Papada. Là encore, c'est un entretien très riche que nous avons donc nous avons eu à cœur de publier dans LCD. Et donc, dans cet entretien, il revient sur un certain nombre de points. Par exemple, il revient, ça j'ai trouvé ça très précieux, sur les critiques qui ont été adressées à Strachey au moment de la publication des œuvres complètes. Alors, des critiques nourries, nombreuses, parmi les critiques, il y avait Jean Laplanche, qu'on connaît bien sûr, et il fait partie de ceux qui ont critiqué cette traduction comme ayant abusivement scientisé Freud. C'est un des reproches qui était fait. Il est revenu dans l'entretien sur, là aussi c'est très précieux, sur les conditions de la collaboration entre Freud et Strachey. En fait, la collaboration était très étroite. Strachey ne traduisait pas tout seul dans son coin. Il avait des entretiens avec Freud, il écrivait beaucoup à Freud, enfin, ils échangeaient beaucoup sur les traductions et sa progression. Il y a aussi tout un tas de réflexions très intéressantes sur la différence entre la langue allemande et la langue anglaise. Donc voilà, et des exemples extrêmement précis que donne Solms. Il y a aussi les faux sens de Strachey, puisque Strachey, il y en a certains qu'on connaît qui sont très célèbres. Par exemple, il traduit Trieb, la pulsion, par instinct en anglais. Donc ça, c'est quelque chose que Solms a rectifié.
Et donc aussi, il revient sur qu'est-ce qu'une traduction, Solms, l'idée qu'une traduction, c'est toujours une interprétation. Enfin, tout ça, c'est donc très vif et très intéressant de pouvoir lire ça. Donc, vous voyez comment le numéro s'est progressivement construit, voilà, autour de ces deux gros textes, et finalement autour de la question de la transmission. On s'est dit, on va faire un numéro autour de la question de la transmission, qui est une question très vaste, hein, évidemment très large, qui recoupe tout un tas de questions que nous avons tenté d'aborder ici. Par exemple, la question de la traduction, comme on vient de le voir forcément, hein, qui a un effet de transmission. La question de l'enseignement, hein, dont Freud disait que l'enseignement, c'était l'un de ces métiers impossibles, n'est-ce pas? Il y a aussi la question de la présentation, on appelait ça autrefois la présentation de malades, hein, la question des cas cliniques qu'on rédige et qu'on transmet à faveur de colloques, mais aussi la question de la transmission qui se joue dans une famille, voilà, à l'enfant. Donc il y a un très beau texte sur ce point aussi dans ce LCD 120. Alors, mais plus généralement, donc comme vous le savez, ce numéro ne s'appelle pas transmission, mais héritage. Donc ce numéro, ça a été l'occasion pour nous de revenir sur la question de l'héritage freudien et l'héritage lacanien. Et donc, dans un très beau texte qui ouvre ce numéro, un texte de Jacques-Alain Miller, Jacques-Alain Miller, justement, explique comment il n'a pas souhaité faire de Lacan un grand homme du passé. Hein, c'est un peu ce qui s'est passé dans le paysage anglo-saxon, hein, où on considère un peu Lacan comme un philosophe d'un temps révolu, hein, n'est-ce pas? Et qu'on s'en sert dans des études et tout, mais pas du tout de la manière dont l'attrape la psychanalyse d'orientation lacanienne. Donc, pour Jacques-Alain Miller, il n'était pas question de ça, bien entendu, et dans la mesure où, évidemment, il était persuadé, et il est toujours persuadé, qu'on continuerait à lire Lacan au présent. Hein, et en effet, c'est ce que l'on fait. Et quant à Lacan lui-même, son retour à Freud, qu'on connaît bien sûr, a toujours pris, et c'est lui qui le dit, la forme d'un débat avec l'inventeur de la psychanalyse. Un débat, c'est-à-dire quelque chose de vivant, un débat vivant, donc, avec Freud. Donc, tout à fait le contraire, j'ai envie de dire, de cette révérence stérile de tous ces garants de l'orthodoxie freudienne qui, à force d'être justement dans cette révérence, se sont enfermés et ont réussi finalement à annuler. Enfin, on réussit cet exploit même d'annuler, c'est Lacan qui le dit comme ça, d'annuler Freud, hein, d'annuler le tranchant de la découverte freudienne. Alors c'est dire combien il nous faut retenir cette leçon de Lacan, que là encore, Lacan, on le sait, qui disait « faites comme moi, ne m'imitez pas ». Pour le dire autrement, Lacan a illustré pour nous cette très belle phrase de Goethe que Freud reprend dans Totem et Tabou, et la phrase en question est la suivante: ce que tu as hérité de tes pères, acquiers-le pour le posséder. Donc, très belle phrase. Et la psychanalyse, en effet, ne se transmet pas au sens d'un héritage qui passe de main en main. C'est ce que nous avons tenté de montrer, de transmettre donc, dans ce numéro de La cause du désir.